Switch arrière. Vous pouvez me suivre sur Twitter à Keyboard. C'est le moyen le plus simple de me contacter parce que je suis un peu addict, mais je suis connecté qu'à ça quasiment. Je suis directeur technique chez SQL Lyon, c'est une SS2I donc. Je suis plutôt couteau suisse en fait chez eux. Je suis aussi co-organisateur d'une conf qui s'appelle Mix IT à Lyon, donc c'est comme ici, mais un peu plus au nord. Donc si en avril, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir nous voir. Il y a des choses à manger qui sont sympas. Je reprends mon saut, je viens de courir. Alors moi, je fais du JavaScript, j'essaye, moderne, mais à l'ancienne. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est quoi une web app? Donc, quand je dis web app, je parle essentiellement de ce qui va se passer côté front. On pourrait l'assimiler aussi à la partie côté serveur, mais aujourd'hui, avec moi, on va parler que du front. On parle aussi de single page application. Donc, avant, enfin encore maintenant, l'essentiel de votre appli, c'était plutôt côté serveur d'application, avec pattern, vue, contrôleur, modèle, classique, base de données, et puis dans votre navigateur, vous aviez un peu de JavaScript pour, je sais pas, faire des menus, faire clignoter 2-3 trucs, et c'est votre serveur d'application qui génère le HTML à partir des données et qui le balance en flux dans le navigateur, et c'est valable pour à peu près toutes les technos. Aujourd'hui, c'est en train un petit peu de changer. Votre navigateur, il est de plus en plus puissant, donc il est capable de faire de plus en plus de choses. Donc la notion de modèle vue contrôleur, on peut aussi la mettre côté navigateur. Et on se retrouve avec des architectures qui ne font plus que du service, qui vous balance de la donnée. Côté base de données, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est l'arrivée de tout ce qui est NoSQL. Donc c'est ça qu'on appelle single page application. Vous avez une application qui va se comporter finalement comme un client riche à l'ancienne, mais au sein d'un navigateur, et qui ne va demander que de la data à votre serveur d'application. Donc pour résumer, avant, c'était tout calculé côté serveur, ça balançait le HTML dans le navigateur. Maintenant, de plus en plus, alors je parle dans des aspects applicatifs, hein, pour un site web, c'est pas forcément ça, c'est toute l'appli dans votre navigateur, et vous avez besoin que de données, et c'est même plus du HTML qui transite, mais plutôt du JSON. On peut garder du XML si on a envie, mais JSON c'est mieux. Bon, alors c'est là que ça devient un petit peu le drame. Il y a plein de choses qui sortent. Les frameworks, il y en a, chaque semaine il y a un nouveau framework. Alors bon, j'ai gardé ceux dont on entend le plus parler, qui sont les plus sérieux. Donc un des premiers à apparaître, ça a été Backbone. Il y a eu Ember, ça ressemble un petit peu à Backbone, mais c'est plus compliqué. Bon, bah, Angular, je pense. Qui fait du Angular? Ok. Qui fait du Backbone, en fait? D'accord, donc à la limite, si vous voulez de démo, c'est pas grave, ça ne sera pas pour rien. Vous avez React, il y en a qui en font pour de vrai. Ouais, mais toi, ça, je pense que c'est normal. Ok. Et Polymer qui vient enfin de sortir en version 1. Et ils ne font pas tous la même chose, ils n'adressent pas tous forcément les mêmes problèmes, mais on s'y retrouve. Et puis il y a tout un outillage derrière. Vous avez Grunt, qui est Google aussi, qui vous permet d'automatiser plein de tâches. Donc à chaque fois que le développeur fait quelque chose, ça démarre quelque chose, ça va générer un fichier. Et puis des fois ça ne marche pas, et puis le développeur ne sait pas s'en servir, donc il va passer sa journée à essayer de comprendre pourquoi ces scripts n'ont pas marché. Vous avez Bower, qui est un gestionnaire de dépendance. Ça vous permet de télécharger les librairies dont vous avez besoin pour vos projets. Et puis il y a toujours un gars qui va oublier de figer le numéro de version. Et là, il commit, et puis il n'y a pas rien qui marche non plus. Donc c'est le foutoir. NPM, c'est un peu, on va dire, la même chose que du Bower, mais plutôt côté Node pour récupérer d'autres dépendances. Et vous avez Yeoman, super outil. Ça a plein de plugins qui vous permettent de générer du code, des squelettes de projets. Alors ça vous télécharge quand même un peu la terre entière avant. Et il faut vraiment savoir s'en servir pour l'utiliser, pour accepter de l'utiliser. Alors, JavaScript en SS2I. Alors je mets ESN, mais je dis toujours SS2I parce que ça fait 20 ans que je suis en SS2I, j'ai du mal à en sortir. Alors, quels que soient les technos, la plupart du temps, les collabs ne sont pas formés. C'est un projet au forfait qui commence. En général, il n'y a que les intercos dans la boîte, et les autres, ils sont assistants techniques chez nos clients. Le temps d'apprentissage est le plus souvent oublié dans le chiffrage des projets. Donc vous vous retrouvez avec des équipes donc, de bons développeurs, mais pas pour le projet en question. Et puis, vous devenez dépendant d'une multitude de projets si vous avez installé tout ce que je vous ai montré avant. Ça veut dire que normalement, il faut connaître tous les projets.
Alors moi j'ai fait quelques choix, parce que je subis ça en démarrage de projet. Alors j'ai eu différentes casquettes, mais donc de développeur, chef de projet, architecte, directeur technique, avant-vendeur. Enfin, quand vous êtes avant-vendeur et en plus vous êtes sur le projet, votre équipe a envie de vous tuer. Parce que vous avez voulu vendre un truc qui était sympa, mais qu'eux ne savent pas faire. Après, il y en a qui sont plus motivés, parce qu'ils disent je vais apprendre des choses, mais c'est des stagiaires, ils ont moins peur. Donc, j'ai à peu près souffert sur toutes ces casquettes, et je me dis, avec le temps, ça serait bien, mais pas que pour moi, d'avoir des solutions qui nous permettent de quand même démarrer les projets avec toutes les casseroles qu'on a aux fesses derrière, mais les démarrer à peu près correctement. Donc, alors mes choix, c'est que tout ça, pour l'instant, je le vire. Je pars du principe que quand je vais commencer un projet, les gars, de toute façon, ils ne sauront pas faire. Voire même moi, je ne saurais pas faire. Il y a des trucs, là, des fois, je m'arrache les cheveux, et puis en Yeoman, n'en parlons pas. NPM, à la limite, je le garde si je veux me faire un outillage maison, mais de côté. Mais on pourrait presque ne pas l'utiliser. Allez télécharger vos libres à la main au début. Par contre, notez bien les numéros de version, ça peut servir surtout quand le client vous demande la doc technique à la fin du projet et que personne n'a fait. J'utilise pas Require.js parce que ça demande d'avoir l'habitude de s'en servir et quand ça ne marche pas, on ne sait pas d'où ça vient. Je préfère les petites libres au gros framework parce que vous prenez un gros framework à tout faire, le jour où il est arrêté, le jour où il est complètement restructuré parce que les mecs ont une super idée, votre projet il marche encore mais il ne faut surtout pas faire de montée de version. Le jour où vous apercevez que finalement vous n'avez pas choisi le bon framework et vous en apercevez au milieu du projet. C'est con mais ça arrive. C'est plus facile de switcher une petite partie du projet que tout le framework dont vous dépendez. C'est que du vécu, hein. Donc pas que par moi, mais par moi aussi, des fois je me plante. Des petits clips, c'est plus facile à apprendre. Allez voir la doc de Backbone, c'est une page web, vous faites CTRL F pour chercher dedans, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Allez voir la doc de Polymer, que j'adore, voire Angular, que j'aime moins. Une fois que vous avez fini de lire la doc, déjà vous avez oublié ce qu'il y avait au début. Et en plus, c'est en démarrage de projet, donc cours d'apprentissage n'est pas forcément compatible. Facile à remplacer, ça je vous l'ai dit. Alors mon framework préféré, moi, c'est Backbone.js. Alors je vous explique pourquoi. Alors, maintenant, c'est moins hype, ça fait partie des plus vieux frameworks finalement. Mais dedans, il y a une notion de modèle et collection comme on peut l'avoir côté serveur quand on bosse en Java, .NET ou autre. Un modèle Backbone, ça ressemble à ça. Vous dites create du modèle Backbone. Dedans, il y a une propriété URL root qui pointe vers votre API REST, alors qui va gérer automatiquement tout ce qui est get, post, put, delete. Le ID attribute, ce n'est pas forcément une spécificité Backbone, mais c'est quand vous bossez avec une base comme MongoDB, il ne connaît pas le ID, il faut lui faire un underscore ID. Et puis j'ai les collections. En fait, les collections, c'est ma liste de modèles avec tout ce qu'il faut pour les parcourir. Je type ma collection pour dire qu'il ne prendra que les modèles de type human. Je lui précise aussi l'URL, parce que je peux faire ramener des informations de mon API REST. Et ensuite, comment ça s'utilise? J'instancie un modèle en lui passant en paramètre ses propriétés. Et du coup, après, j'ai des fonctionnalités telles que des setters ou des getters pour mettre à jour ou récupérer les valeurs de ma propriété. Alors l'avantage de faire ce set et ce get pour le JS, ça permet aussi de greffer des comportements au modèle et de déclencher des traitements quand il y a des mises à jour, par exemple. Alors, le modèle et la collection Backbone, via Backbone Sync, ça vous amène plein de fonctionnalités pour accéder à votre serveur. Donc une fois que vous avez créé votre modèle, tout de suite, vous pouvez faire un save. Et après, vous faites un del et vous récupérez les informations. Backbone dépend de jQuery, donc c'est pour ça que je peux faire un del, fail, parce que j'utilise les promises de jQuery. Donc là, par exemple, je sauvegarde mon objet Bob, je sauvegarde John, j'instancie une collection, après je fais un fetch et je vais récupérer les informations, donc en fait j'aurai Bob et John dans ma collection. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous la montrer parce qu'on a commencé un peu en retard.
Si j'ai le temps, je reviens dessus. C'était juste, en fait, vous exécutez l'exemple que je viens de vous montrer par rapport au serveur, mais ça ne vous amène pas grand-chose. Ce qu'il y a de sympa aussi dans Backbone, c'est son modèle objet. Vous pouvez vous l'approprier. Moi, j'ai fait des applis sans utiliser Backbone, à part la méthode extend de modèle. Alors, ça pourrait être de modèle ou des autres composants de Backbone. Vous créez une fonction avec rien dedans. Vous dites qu'il y a une méthode extend qui est égale à celle de modèle. Et ensuite, vous pouvez définir des espèces de classes, un peu façon Java, avec des méthodes, avec un constructeur. Puis après, vous pouvez avoir une nouvelle classe qui hérite de la classe précédente. Voire même, vous pouvez appeler les méthodes du parent. C'est super pratique pour structurer votre code, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du JS et en plus que vous n'aimez pas le JS. Donc là, vous vous retrouvez dans un mode de fonctionnement qui ressemble un petit peu à ce que vous pouvez avoir dans des technos un peu plus sérieuses ou typées comme on les connaît. L'avantage de Backbone, ça a été fait par un gars qui s'appelle Jérémy Ashkenaz, qui a fait aussi CoffeeScript, et son modèle objet est complètement compatible avec ES6, ou avec ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015. Alors celui-là, je vais essayer de vous le montrer. En fait, là pour l'exemple, vous voyez assez au fond. Vous voulez que j'augmente un peu? Ça va mieux? Super. J'utilise Babel. Alors normalement, on peut transpiler à l'avance, mais on peut utiliser aussi, c'est fourni dans Babel, browser.js qui me permet de faire le ES6 dans le navigateur. ES6 module, c'est pour loader mes fichiers. Donc en fait, au départ, je lui dis, tu me loads mon fichier index.js qui doit être quelque part en dessous. Voilà. Et dans mon fichier index, en fait, je peux écrire en ES6 tout en héritant des backbone modèles. Donc Backbone, il est déjà ES6, on va dire, compliant, et c'est super pratique. Mais en fait, si vous voyez ce que génère Babel ou Tracer, c'est exactement un code source qui ressemble à ce qu'il y a dans le code source de Backbone ou de CoffeeScript. Et du coup, vous pouvez, si vous bossez avec du Backbone, vous savez que votre projet, vous n'êtes pas obligé de tout mettre à la poubelle après. Enfin bon, en même temps, avant que ES6 arrive dans tous les navigateurs et qu'on utilise un CS2I, il va se passer un petit peu de temps. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Bon, alors je vous ai parlé des modèles et des collections, mais en fait le truc le plus chiant à faire en JS et en HTML, c'est l'affichage. Alors le templating avec Backbone, donc il y a des Backbone View, qui sont des objets, même façon qu'un modèle, et qui utilisent des templates pour afficher des informations à partir de vos modèles et de vos collections. Donc vous définissez une vue, vous la raccrochez à un tag dans votre HTML. Dans l'initialisation, vous lui dites voilà, tiens, une fonction template, et ton template il est déclaré quelque part dans le code HTML, donc je l'ai mis là-dedans. Là, ça ressemble un petit peu à du JSP en gros. Et après, tu as une méthode render, et tu dis que dans ton tag du match, tu vas lui mettre, en utilisant la collection, ce qui va être généré par template. C'est chiant. Voilà, c'est simple, c'est chiant à faire, surtout si vous en avez plein. Puis surtout si vous avez des vues embarquées, des nested views. Donc après, vous instanciez votre collection, votre vue, vous lui passez en paramètre la collection. La collection, vous lui dites, tiens, ramène-moi des données du serveur, et une fois que je les ai, je fais un rendu de ma vue. Donc ça va utiliser ça, ça va faire un rendu de ma vue, ça marche. Ça devient énormément le foutoir déjà quand vous allez avoir, je sais pas, 10 vues et 10 templates. Vous allez jongler avec vos fichiers JS, vos fichiers HTML, ou des fichiers que vous aurez transpilés à l'avance. Vous allez passer votre temps à faire des allers-retours dans vos répertoires projets. Moi ça me gave. Puis en plus je m'y perds. Là vous avez un exemple, c'est justement avec des vues intégrées. Donc j'ai une vue, le
sert à afficher juste un élément, donc les valeurs d'un modèle. Alors le template, là je l'ai mis directement dans une string parce que j'avais pas envie d'aller pointer sur un autre template. Le rendu, c'est le même que tout à l'heure, mais à partir du modèle. Et puis après, j'ai une vue de type liste, où là, je lui dis, bah, tu vas parcourir les collections. À chaque fois que tu as un modèle, tu instancies une vue, tu génères le code HTML qui correspond, et tu l'ajoutes à ma liste HTML. Bon, ça a un avantage, c'est qu'après, vous pouvez juste jouer sur les modèles de la collection et ne modifier que la partie du DOM concernée. Mais pareil, c'est lent à écrire, c'est fastidieux et c'est pas forcément human-friendly, on va dire. Je vous fais un petit aparté avant, ça n'aura pas grand-chose à voir avec Backbone, mais c'est sur les modules. Je vous disais, moi j'utilise pas Require.js. Quand il y aura ES6, la notion de module elle est intégrée, donc ça sera génial. Actuellement, il n'y a pas d'autre façon de gérer les modules, mais on s'y perd facilement, mais il faut quand même le faire. Moi je fais le plus simple. C'est Adi Osmani qui décrit différentes manières de faire un pattern module, mais globalement, j'ai un fichier principal qui ressemble à ça. Donc je lui passe en fait app en paramètre, qui correspond à ma variable globale, à ma liste PP. Et dedans, je lui dis tout ce que j'ai besoin. Donc là, en l'occurrence, je lui ai greffé, on va dire des namespaces, modèle et collection. Et puis après, dans un autre fichier, en fait, j'ai une structure équivalente auquel je rajoute tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire qu'en fait, je peux me créer des plugins à mon application sans être obligé d'aller modifier mon fichier principal ou mes autres fichiers, et que je peux séparer ça en différentes responsabilités. Donc j'en ai certains qui vont être dédiés au modèle, où on peut imaginer avoir autant de fichiers que de types de modèles, d'autres à des utilitaires, le premier au namespace, et puis je peux en avoir un autre qui est dédié à l'initialisation des données. Alors, je voulais juste vérifier un truc. Voilà, j'en ai un premier. On va essayer de... J'ai le premier qui est destiné vraiment à faire mon namespace. Ça veut dire que après, je rattache mes modèles et mes collections à justement ce que j'ai défini dans mon namespace. Donc j'ai un app.modèle.human, app.collection.human. Ça me donne certaines structures dans le code et ça me permet de me retrouver en lecture dans d'autres modules. Ça a un autre avantage. Vous voyez là, je vais faire l'initialisation de mon code, je vais créer deux modèles, plus une collection dans laquelle je vais coller mes modèles. Et ça reste à l'intérieur du module, c'est privé, c'est pas accessible de l'extérieur. Donc si vous voulez donner quelque chose accessible de l'extérieur, il faut le greffer à l'app. Donc ça vous permet d'injecter ce que vous voulez, mais de maîtriser ce que vous voulez, tout en ayant un semblant de structure dans votre code. Et l'avantage, c'est que c'est pas compliqué à apprendre, et que pour vos développeurs qui n'ont pas bien l'habitude, ça leur donne une certaine structure. Avec tout ça, j'ai toujours pas réglé mes problèmes de vue. Donc, moi, dans ma stack technique, quand j'ai le droit de l'imposer, bien sûr, et quand le client accepte ce que je lui propose, je garde Backbone pour les modèles, les collections et les vues. Modèles et collections, c'est pas que pour la structure, c'est vraiment pour les accès aux API REST. Ça l'encapsule bien, ça le fait bien, et ça évite aux gars de se planter s'ils n'ont pas l'habitude. Par contre, je veux conserver la simplicité. Je veux pouvoir maîtriser mon code. Donc en fait, j'ai tout essayé ce qui passait. Je fais pas mal de bêtises. En général, on s'en aperçoit pas suffisamment tôt, donc c'est pas mal. Mais alors, le fait déjà d'avoir des petits clips, ça permet de justement minimiser la bêtise. Puis je suis tombé sur la notion de... Alors, il y a plein de noms. Custom tag, custom element, web component. Certains disent que custom element et web component, c'est pareil. D'autres disent que c'est pas pareil. Mais bon, fonctionnellement, ça sert à la même chose. Ça vous permet d'écrire des tags qui sont autre chose que du tag HTML classique. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais des human lists, par exemple. Et de faire du Lego dans vos pages HTML, un peu comme on faisait en Flex ou en Silverlight. Je ne sais pas s'il y en a qui en faisaient. Non, des jeunes. Du VB6. Oui.
Alors j'ai commencé avec Angular. Parce qu'au boulot, ils ont formé tout le monde en Angular. Sauf moi. Et que maintenant sur le projet, il faudrait qu'on propose du Angular tout le temps. Ce qui me gêne beaucoup parce que vu qu'ils ont annoncé que ça n'existait plus, ça m'embête. Mais en Angular, il y a quand même des trucs qui sont géniaux, c'est les directives. Donc globalement, moi ce que je veux faire, c'est toujours avoir mon tag humans ou humans list. Alors ça va faire hurler les puristes du HTML, hein, on est dans l'informatique de gestion et plutôt sur l'intranet. Donc moi, quelque part, j'ai créé mes directives que je nomme ici. Mon but, c'était d'avoir des directives que je puisse utiliser dans d'autres projets. Ensuite, je leur dis, tu me les raccroches à app, donc qui est mon application principale que j'ai posée ici. Et puis, après, je ne veux pas ni les services, ni les factories, tout ce que me propose Angular, je ne veux pas parce que j'ai déjà une partie dans Backbone. Donc du coup, j'ai dit, bah, ma collection Backbone, tu la passes à mon application avec app value et puis on la nomme. Alors ça doit marcher avec autre chose que app value, je pense que le app, je sais plus, le app service, non, il y a quelque chose comme ça. Je vous ai dit, hein, je connais pas Angular. Mais avec app value, ça marche très bien. Alors, à la limite, c'est presque pas le bon terme, hein, mais c'est quand même passé par référence. Donc j'ai une directive, la humans tag, donc qui va correspondre à ma liste, qui ressemble à ça. J'ai défini un template. Alors je l'ai mis dans une string, vous pouvez quand même bénéficier de la capacité d'Angular à downloader, on va dire, les templates présents dans des pages HTML. Dans la méthode link, je lui dis que mon humans du scope, c'est ma collection. Je récupère mes données, et là je lui dis, quand la collection est synchronisée, c'est-à-dire à la fin du fetch, tu me fais un scope apply et ça va mettre à jour les données, on va dire. L'avantage, c'est qu'on reste vraiment dans le scope de la directive et qu'on n'est pas dans un scope global. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà. Ici, j'utilise un autre tag qui est human sans S. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une deuxième directive qui marche sur le même principe, sauf que c'est pour générer les liens de mes listes. Il est capable de reconnaître les getters et les setters de Backbone. Si je lui dis que je change mon modèle, ça changera la ligne du modèle considéré, mais pas l'ensemble de la liste. Donc ça ne rechargera pas tout. Donc moi, quelque part, mon contrat est respecté. Je peux faire des vues imbriquées avec du Backbone et de manière simple et avoir mes tags personnalisés. Mon problème, par contre, c'est qu'en fait, personne ne fait des directives au boulot, donc on me regarde bizarrement. Enfin, ils ne veulent pas faire que des directives. Donc les directives, c'est génial, par contre, il y a trop de choses à apprendre. Puis je vous le disais, moi, ça me gêne énormément de dire à un client, on va faire de l'Angular. S'il est un peu intéressé, il va me dire, ouais, mais il y a déjà Angular 2 qui arrive, comment vous faites? Ou comment je vais faire quand il va falloir migrer? Enfin, vous ne migrez pas. React, j'adore, c'est génial. Alors, on parle de composants, on les appelle ça des React Components. Ils utilisent le Virtual DOM. Alors le Virtual DOM, c'est en fait, vous avez en mémoire deux, alors il y a différentes implémentations, mais vous avez deux copies du DOM, l'original, et puis la version mise à jour. Et quand il détecte qu'il y a des changements, en fait, il fait un diff de la mise à jour, et puis il va appliquer que le diff dans votre DOM. Ça évite comment on dit ça, de checker en fait, et de stresser un peu l'ensemble du DOM. Plutôt pas mal, c'est assez péchu. À quoi ça ressemble? Alors pareil. Moi, je suis une fixette sur le tag personnalisé, pour finir par comprendre, donc je vais pouvoir faire ça, avoir ma liste d'humains. Alors, ça ressemble à ça. Donc, vous dites, je vais monter mon composant, c'est là-dedans où je vais initialiser ma collection. Mon état initial, c'est un tableau vide. Et puis, le rendu, alors, c'est un espèce de code HTML dans du JavaScript. Là, je lui dis, c'est ma vue, ma nested view, donc juste mon modèle. Et puis, et là, c'est comment on dit? C'est ma liste qui va itérer les modèles. En fait, je fais un dispatch-human, mon .map sur ça, de ça. Ou l'inverse, je sais plus, je m'y perds. En fait, le concept est pas mal, sauf que les développeurs et les intégrateurs, ils ont du mal à s'entendre là-dessus. Et dès qu'il y a des trucs en HTML un petit peu chiadés à faire, c'est pareil, ça marche pas. Moi, ça a fait rire au boulot, pourtant j'aime beaucoup, mais ils m'ont dit que ça va pas être possible. En plus, je suis dans une boutique où on a une boîte un peu SS2I classique, plus une agency qui nous fait un petit peu tout ce qui est joli.
et ils ont dit on n'en veut pas. Donc c'est un coup à se faire clouer à la porte du projet. Bon, ça pique un peu les yeux, moi c'est ce qui me plaisait à la limite. Par contre, le degré d'apprentissage est un peu fort. Ça vaut le coup de continuer à le suivre parce que Facebook propose des patterns d'architecture JS qui sont super intéressants, notamment Flux, et d'être pas obligé de faire du React pour les mettre en pratique, et ils ont des super idées. Polymère, pareil, génial, ça c'est ce qui m'a le plus plu. Alors les Web Components, eux ils utilisent le Shadow DOM, c'est un truc qui n'existe pas encore, enfin pas dans tous les navigateurs, donc il y a un polyfill énorme pour le faire. Mais conceptuellement, c'est la même chose que le Virtual DOM, sauf que ça va se passer au sein d'un petit bout du DOM. Donc vous avez un shadow host qui lui a un shadow root avec des shadow trees, et puis il prend le diff avec ça. C'est à peu près ce que je suis arrivé à comprendre. Mais le concept est le même que le Virtual DOM, sauf que pour l'instant, pour le faire fonctionner dans un navigateur, c'est un petit peu lourd. Après, s'il a un bon navigateur, une bonne machine, et tout va bien. Je suis toujours sur mon contraint, je veux mes listes humains. Et à quoi ça ressemble? Alors, là, le HTML n'est plus dans le JavaScript, ce qui est plutôt pas mal. Et on revient au modèle que j'aimais bien dans Flex, que vous ne connaissez pas, ça n'existe plus. Mais en gros, je définis une liste human. Elle aura des items qui sont box, les modèles. C'est dans le template. Là-dedans, je l'initialise ces données. On regarde si je n'oublie rien. Et puis ici, j'ai un autre composant qui est Human Records que je définis dans un autre fichier, ici. Et donc quand ça va itérer, ça va, chaque modèle, l'afficher à l'intérieur. C'est plutôt propre en fait. Chaque web component sont un peu comme une petite page HTML dans laquelle vous avez votre HTML et le code qui lui correspond. Mais c'est une sandbox en fait, c'est le code ne correspond que à ça, pas au reste de ce qu'il encapsule. Donc ce qui est sympa, c'est qu'après vous faites discuter vos composants par message et c'est beaucoup plus propre. Mais, donc, même si c'est super sympa à apprendre et qu'il y a une grosse doc, beaucoup de choses à assimiler, le polyfill pour faire marcher Web Component, plus d'autres trucs, parce que Polymer il vous file plein de composants en plus dont vous n'avez pas forcément besoin. Alors après vous avez le droit de faire le tri, hein, mais la première fois vous récupérez tout. C'est pas super léger. Avec Backbone, ça marche mais pas complètement. Donc pour moi ça va pas. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas trouvé comment il fallait faire. Donc, on est jusqu'à quelle heure? 11h10? D'accord. Je suis tombé sur un truc il n'y a pas longtemps. Riot. Alors avant de continuer, on l'utilise sur un projet pour un client. Et pour l'instant, les développeurs, ils ont le smile jusque-là. Donc, alors à savoir que les développeurs qui avaient sur ce projet-là, ils étaient d'origine back-end, et ce qu'ils connaissaient du JS, c'était jQuery, avec toutes les erreurs qu'on peut faire avec jQuery. Donc, s'il fallait faire un $, chercher quelque chose, il le répétait à chaque fois plutôt que de le mettre dans une variable. Donc, savait faire du web, mais pas front. Alors, ça a la même logique que React, ça utilise le Virtual DOM. Petit avantage, c'est que ça fonctionne aussi dans IE8, sans mettre de polyfill. Après, ce qui ne fonctionnera pas dans IE8, ça sera éventuellement votre code, mais c'est encore autre chose. Je vous ai dit qu'il était avant-vendeur aussi. Hein. Dans toutes mes copies, il y a marqué IE8, ce ne sera pas possible. Alors, il y a des clients qui acceptent, il y en a d'autres qui non, il y en a qui ne disent pas. Donc après, c'est plus cher. C'est complètement framework agnostique. Ça fonctionne super bien avec jQuery, il n'y a aucun problème, ça ne se télescope pas. Avec Backbone, c'est juste trop bien. La syntaxe est super sympa. C'est dans la logique, vous allez voir, ça ressemble à du polymère, mais en vachement plus simple. La courbe d'apprentissage est très petite. En une journée, quelqu'un est opérationnel. Il fera des erreurs. Il va se tromper, il va falloir aller voir sur le site qui demande, mais il sera déjà opérationnel. Je dis une journée, à la limite la matinée, le gars il fait ses premiers trucs. C'est super léger. 17 kilobits. La compilation in-browser est extrêmement rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du HTML et du JS que vous avez dans votre composant, il génère que du JavaScript. Mais c'est ce que fait Polymer aussi. Polymer, vous le faites, c'est in-browser ou transpilé à l'avance. React d'ailleurs c'est pareil. Les gars de Riot ils disent arrêtez de vous emmerder,
Pas besoin, c'est suffisamment rapide pour. Alors après, si vous voulez optimiser pour du mobile, vous pouvez transpiler à l'avance. Mais il n'y a pas besoin. Donc c'est là où je vais essayer, je vais m'asseoir. Et je vais essayer de vous convaincre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, pas toi. Ah, pardon. Un polyfill, en fait, c'est un truc pour mimer la fonction qui n'existe pas dans ton navigateur. En fait, le W3C, ils inventent le futur de ton navigateur, et tu te dis, ouais, c'est trop génial, mais on l'a pas. Et du coup, il y a des gars qui font des trucs qui te permettent de quand même le faire fonctionner. Par exemple, normalement, tout bon développeur JavaScript ne devrait faire que du code compatible ES3. Ouais, ECMAScript 3. Ouais. ECMAScript, je dirais 3. Il y a des gars, ça les saoule parce que dans ECMAScript 5, qui est déjà une version vieille, mais qui n'est pas forcément dans tous les navigateurs, il y a plein de trucs pour jouer avec ces tableaux. Donc il y a des polyfills de ES5 pour faire fonctionner du ES5 dans ES3. Bien choisir son polyfill et être sûr qu'il marche. Pour ça, j'ai un peu de mal avec les polyfills quand même, parce que des fois, tu as des surprises et tu les vois pas tout de suite. Ces effets de bord en JavaScript, c'est super dur à voir. Hein. Moi, il y a des trucs maintenant, je me dis, oh, mais comment ça se fait que ça marchait? Alors, c'était il y a plus de 10 ans, donc ils ne me retrouveront pas, mais ça, je ne suis pas très fier. Alors, à quoi ça ressemble un tag Riot? Alors, j'ai pas beaucoup d'imagination, donc il y a beaucoup de Bob dans mes codes. Hein. Je vais trouver autre chose que Titi, Tata, Toto. Ça ressemble à ça. Par exemple, je veux un tag Hello Bob que je vais utiliser dans ma page HTML. Ok. Donc globalement, vous le définissez comme ça. C'est un peu plus court en polymère, il faudrait déjà 3 à 4 fois plus de lignes. Ensuite, je veux, en fait, ça va être un titre. Donc là, pareil, un peu même principe que polymère ou Angular. Hein, vous avez des trucs entre moustaches. Si vous voulez mettre 2 moustaches, vous pouvez lui préciser, je ne sais plus comment on fait. Bon, une seule, ça suffit. Et puis, à l'intérieur de mon script, je vais dire 10.message égale hello Bob. J'ai fait au minimum. Hein. Et là, normalement, j'ai mon script. Alors, il y a quand même quelques petites choses à faire pour que ça rentre. Hein. C'est qu'il faut que je déclare mon tag. Donc, c'est-à-dire mon fichier HTML. Vous pouvez lui donner d'autres extensions. Moi, je l'ai appelé HTML parce que c'est pour avoir la colorisation de cette lexique de l'IDE. Donc, vous le déclarez comme un script, sauf que vous dites le type, c'est riot/tag. Je vais l'avoir ici. C'est le W3C qui dit que pour les web components, ça sera bien de les faire en mots composés. Donc, j'ai pris l'habitude d'essayer de le faire. Donc, je ne pense pas à chaque fois. Si je vais le mettre 2 fois, par exemple. Et après, il faut que je le monte. Donc, c'est... Et tout simplement, pour le monter, c'est le nom du tag. Donc, si tout va bien, la spécialité en démo, c'est que tout va pas bien. Par exemple, si, c'est bon. Donc là, tout simplement, j'ai mes 2 tags. Bon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple en Riot. On va revenir, on va aller un peu plus loin. J'ai un autre tag que j'appelle myTitle. Je voudrais qu'il ressemble à quelque chose comme ça. Alors, on va le déclarer tout de suite. Ça.
chaque tag Riot a ce qu'il appelle des options. Alors il va appeler opt, c'est super chiant à dire, mais c'est la vraie des options, et qui correspond aux attributs du tag en fait. Donc le obst.who, c'est ce que j'ai, c'est le who que j'ai dans mon tag. Donc j'ai juste à le monter. Et à le... Non, c'est... Voilà, donc c'est un moyen super simple de passer les informations au tag. Alors il y a un autre moyen de le faire qui est très puissant et puis qui peut servir, c'est... Non, je vais en faire un autre. Mais sans ça... Je peux lui envoyer des options au moment du mount. Et donc j'avais dit que ça s'appelait voilà. C'est comme ça en fait que je vais lui passer par exemple mes collections Backbone. Ou des brokers de messages pour que, en fait, comme c'est passé par référence, après on peut faire échanger des messages à l'ensemble des custom tags. Quoi d'autre petite gestion des événements. Donc, par exemple, là j'ai un titre, une zone de texte, et je lui dis, j'aimerais bien que quand ça change, le contenu de la zone de texte, il se mette dans le title, et puis, si par exemple c'est une couleur, le title va changer de couleur. Si j'utilise l'attribut name dans un tag Riot, après je peux accéder je vais y arriver, au tag par son nom. Par exemple, je vais dire alors 10.title, ça c'est ma variable, est égal à 10.myText.value. Et je vais lui dire 10.myTitle.style.color égale. Non, ça ne marchera pas. 10.change. Arrivé. Hop. Voilà, là ça devrait être plus simple. J'ai lancé mon tag, donc ça sert à rien. Je l'ai déclaré, je le monte, tout va bien. Donc normalement, si je t'apprête, ça fait raid. Si je voilà. Donc, en fait, le simple fait d'utiliser name, déjà, ça vous donne accès à l'ensemble des composantes de votre tag. Et après, vous accédez à toutes les propriétés d'un HTML que le DOM expose. Donc, ça n'apporte pas beaucoup plus de choses, hein. C'est juste une structure pour faire du tag. Vous pouvez quand même faire du loop dans des éléments. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau maintenant? Hop. Donc, je vais avoir une human list dans laquelle je lui montre un tableau de personnes. Est-ce que je l'avais préparé? Oui. Liste. Donc, je lui dis, au sein de ma liste UL, tu vas parcourir chaque item, enfin chaque humain, dans la collection que je passe au moment du mount. Donc c'est un hop, hop. Je vais y arriver. Et je veux le fichier, le prénom.
tout simple. Après, si vous voulez faire, par exemple, j'ai un composant juste pour un item. Donc je lui dis, tu prends le modèle, ta fiche first name, last name. Je vais modifier ma liste et je vais lui dire ici. Je ferme et je lui passe modèle égale human. Avec ça. Je suis dans le navigateur. Ça marche dans Firefox aussi. Donc. L'avantage, c'est que vraiment vous pouvez faire, comme ce dont je parlais tout à l'heure, des vues imbriquées très facilement. Je vais y arriver. Il faut juste pas oublier que quand vous le passez au sein du tag, pour récupérer la valeur, il faut passer par les options. Ces petits trucs bêtes sur lesquels j'ai tendance à me tromper régulièrement. Chaque tag Riot est observable. C'est-à-dire qu'il hérite d'une méthode trigger que vous pouvez déclencher et quand ça la déclenche, en lui passant un message, vous pouvez faire des on ce message et déclencher des traitements. Donc ce que j'ai fait avant de faire mon tag, j'ai toujours ma collection d'humains. Alors c'est pas une collection backbone, je suis allé plus vite. Je me suis créé un broker de messages. Tout simple. Après, vous faites aller plus en finesse, mais avec un tableau d'observable, une méthode observe, qui en fait, je dis si j'observe un objet, tu me le mets dans le tableau, et puis une méthode emit, qui va balancer des messages à tous mes observés web. Donc en fait, si j'envoie un message, je parcours mon tableau et j'appelle la méthode trigger en lui passant mon message et éventuellement les données. Ensuite, je monte mon tag, je lui passe la collection et le broker. Donc globalement, si je fais ça pour tous les messages, ils se partagent le broker de message. Donc la collection, elle ressemble à ça. Mon broker, normalement, est accessible. Hop. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire quelque chose comme ceci. This on va dire change events. Donc normalement j'ai ma collection d'humains. Ok, donc je vais rajouter une personne. Et maintenant, en fait, je voudrais que mon tag se mette à jour. Donc j'appelle mon broker. Je lui dis d'émettre ça va être human change qui n'a pas marché. Ah bah oui, je suis bête. 10 points, option, point, broker, point, observe, 10. On recommence. Donc, normalement, je rajoute un personne.
rajoute automatiquement. Donc en fait, il faut essayer le plus possible avec des composants, que ce soit dans Riot ou dans Polymer, dans Polymer, je crois qu'il ne vous donne pas le choix de bosser avec des échanges de messages. Plutôt que d'essayer d'aller directement attaquer un composant en repassant par le DOM. Possible, hein, parce que de toute façon c'est rapproché au DOM, mais c'est dégueulasse. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? Une question. Oui, vas-y. Là, en fait, en faisant ça, tu recrées ce qu'il y aurait dans Angular ou ailleurs pour Ouais. observer les événements sur le modèle à la main. Ouais. Est-ce que tu fais ça dans tes projets à la main Ouais. avec un broker? Ou est-ce qu'il y a des outils? Alors le broker est un peu plus complexe. Alors après, je ne sais pas si j'aurai le temps de montrer, des fois tu n'as pas besoin du broker parce qu'en fait les modèles backbone et les collections backbone embarquent aussi des listeners. Donc tu peux dire on change de ta collection et ça déclenche le update. Le broker en fait on s'en sert plus pour, c'est pas, là je m'en suis servi pour on va dire modifier l'affichage, enfin rafraîchir l'affichage, mais on s'en sert plus pour que des composants discutent entre eux. Mais en général, notre broker de message il ne fait pas grand chose de plus que ça. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est super léger. Alors après, à réfléchir, si tu as 1000 composants, ça peut être lourd, mais sauf si tu as 1000 composants, c'est qu'il y a eu un problème de conception en général. Mais un autre avantage, on le fait aussi, c'est parce que les développeurs qui ne connaissent pas, à la lecture, ils comprennent ce qu'il y a. Alors quelqu'un Angular, moi je sais que mes premières directives, mais j'ai pleuré, elles sont en prod. J'espère qu'on puisse faire une mise à jour et qu'elles soient accès, ça marche. Mais j'ai honte, j'ai super honte. J'ai des podcasts de partout, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Le Riot embarque aussi un routeur. Backbone un routeur, je n'utilise pas parce que Riot a un routeur. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites Riot route et dedans il va se passer plein de choses en fonction des arguments qui sont passés à function. Quand je dis il va se passer plein de choses, en fait c'est dès que vous allez cliquer sur un lien du type dièse et puis URL ou que vous allez saisir quelque chose dans votre URL. Je lance juste. Donc là en fait je lui dis à chaque fois que tu récupères quelque chose, tu me récupères tous les arguments qui sont passés via ça, tu te fais un join et tu l'affiches. Et après, il faut démarrer le moteur. Bon, je ne vous montre pas parce qu'on n'aura pas assez de temps pour voir le reste. Donc vous devez me croire. Après, je mettrai les codes sur GitHub. Mais globalement, ça vous sert à faire, par exemple, changer de tabulation, bookmarker des fonctionnalités de votre application. Charger des tags à la demande. Et justement, il y a un petit truc qui est... Tout à l'heure, je vous expliquais que pour monter un tag Riot, c'était Riot mount. En fait, vous pouvez faire un Riot mount tout et monter votre tag ailleurs que dans... ailleurs que un tag du même nom. Du coup, là, par exemple, j'ai trois tags. Donc, 1, 2, 3, très original. Et en fait, quand je vais cliquer sur les liens 1, 2, 3, le routeur il va me les monter. On va quand même commencer. Donc en fait, je monte mes tags de cette façon-là. Et donc normalement, si je le fais directement dans l'URL, ça marche aussi. Ça c'est classique, on le retrouve à peu près dans tous les frameworks d'IMVC. Je vous disais que c'était framework agnostique, donc ça fonctionne très bien avec du jQuery. Si vous voulez faire référence au tag lui-même, c'est 10.route et jQuery comprend très bien. Si vous voulez faire référence à, par exemple, H2, mais name égale H2, vous faites 10.H2. Et après, vous pouvez faire du jQuery à l'ancienne au sein même de votre tag. Donc c'est pas la peine de réinventer la roue. Il n'y en a pas forcément besoin, mais si vous êtes sur des anciens navigateurs, c'est super pratique. Backbone, est-ce que j'ai quelque chose? Donc, là, je crée un modèle Backbone, une collection, je l'instancie et je la passe à mon tag qui ressemble à ça. Oui, 5 minutes, ok. Bon, croyez-moi sur parole, ça marche.
Et avec les brokers de messages, c'est super. Mais on vient de me faire signe qu'il restait 5 minutes et j'ai quand même trois choses importantes. C'est que vous pouvez très bien faire des tags qui contiennent du contenu. Et pour ça, en fait, il y a un autre tag qui s'appelle yield que vous utilisez comme ça. Donc en fait, yield récupérera le contenu que vous avez saisi dans des tags que vous avez déclarés dans votre page HTML. Au début, dans le sens de dire, ouais, j'en ai pas forcément besoin, et puis le jour où besoin pour le faire, c'est pas forcément pratique, mais là ça marche. Le framework Riot est déjà compatible avec CoffeeScript. Donc s'il y en a qui aiment se faire mal et qui sont en mode CoffeeScript, c'est possible. Alors moi j'ai fait un hack. En fait, normalement, c'est pas text / CoffeeScript, c'est Coffee. Tu fais une pull request pour leur dire ça serait bien de faire ça, parce que pour la colorisation syntaxique, c'est mieux. Et ça marchera super bien. Donc s'il y a des fans de CoffeeScript qui ont des projets CoffeeScript et qui veulent refaire l'IHM, ça marche nickel. Bon, après j'ai dit qu'il aime se faire mal, mais CoffeeScript j'aime bien parce que le concept de classe c'est exactement le même que Backbone, c'est le même auteur, mais c'est exactement le même que ES6. Et c'est compatible ES6 aussi. Donc si vous voulez vous mettre à ES6, il n'y a pas de souci, Riot marche. Vous faites un type ES6 et après vous avez du pur ES6 dedans. Moi je le fais online, dans le browser, mais vous pouvez très bien transpiler ça à l'avance. En fait, Riot fournit via NPM l'exécutable qui va bien pour vous transpiler votre code ES6 ou CoffeeScript, ou je crois qu'il y en a un autre, LiveScript, il me semble, je ne sais plus si ça existe, c'est un CoffeeScript amélioré ou différent. Et du coup, j'ai fini, donc il doit rester 2 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou après, dehors, si vous voulez. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il existe une collection de tags précréés avec des comportements? Les seuls qui font ça, c'est Polymère, qui en fournit. Mais sinon, non, il faut tout inventer. Ouais. Mais non, faut refaire. Pour l'instant, c'est tout jeune. En fait, c'est la boîte qui a fait ça, s'appelle Mute, ils l'ont open sourcé. Ils font un projet qui ressemble à Discuss. Donc c'est pour ajouter la possibilité de contribuer dans un blog, par exemple, mais sans que tu t'héberges, c'est un service hébergé. J'ai eu énormément de problèmes sur des projets avec, par exemple, Angular et Angular UI. Il y a des Angular Grid de partout. C'est génial, c'est super pratique. Et puis le jour où le client me dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit comme ça, et plutôt dans ce sens-là. C'est dans la merde. Puis, on n'utilise plus Bootstraps, c'est encore plus dans la merde. Là, non, c'est vraiment, je suis désolé du terme, c'est un peu bite et couteau, mais tu maîtrises ton truc et tu vas au bout du bout. Après, il ne faut peut-être pas l'utiliser sur tous les projets. Si tu es sur un projet que le mec il a dit, en 10 jours on a fini, bah, tu prends Angular UI, c'est bien. Pour 10 jours, et puis par contre, après, tu fais gaffe à tes évolutions. Si le client il a des exigences assez précises sur ce qu'il veut, et tu dis, tiens, je vais être obligé de tordre l'existant, enfin des composants existants, il vaut mieux partir d'un truc un peu plus roots, mais au moins tu le maîtrises. Voilà. Après, bon, là, je vois sur le projet qu'on a vendu là-dessus. Alors, côté serveur, on fait du Node et du MongoDB. Ça posait aucun problème à l'équipe. Par contre, côté front, ils étaient embêtés, parce que déjà, ils connaissaient pas Angular. La partie Riot et la partie Backbone, ils ont mis 2 jours. Riot, ils ont mis, on va dire, une petite journée, et Backbone, en se limitant aux modèles et collections, ils ont mis une journée. Et la structure de base était posée. Donc, alors après, pas non plus mauvais mot, mais ils n'en avaient jamais fait. Mais c'est pareil, toujours je posais la question en début de projet. Parce que, en fait, je reviens, j'ai toujours l'exemple de. Ça y est, ils m'ont coupé le truc, donc je pense que c'est fini. C'est l'exemple d'Angular et de tous les composants existants liés à Bootstraps. Sur certains projets, on n'est pas fâché avec le client, mais c'est un peu tendu. Parce qu'il veut des choses qui sont plus possibles à faire. Ou si on tord le composant, le jour où il y a une mise à jour, il faut bien penser à ne pas faire la mise à jour. Sinon ça marche plus. Après, c'est pas que Angular, c'est vraiment sur plein de projets. Une petite question, est-ce que pour des grosses applications, ça se passe bien, au niveau performance, Tu entends quoi par grosse application? Non, mais c'est... Non, pour l'instant, on n'est pas... Alors, je te dis, c'est notre premier projet avec dessus, on n'a pas de problème. Mais les grosses applications...
parce qu'il y a une grosse partie de la charge qui est plutôt côté serveur, c'est... non, enfin, je vois pas de souci. Mais j'ai pas plus comment on dit, de preuves quoi, que ça, quoi. Mais pas plus que j'en ai sur Angular ou sur Backbone. Enfin, si, sur Backbone, je sais ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne bousille pas ton navigateur. Et après, je sais pas, j'ai pas de preuves. C'est un peu comme si MMA, il faut essayer pour voir. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème. On a su répondre à toutes les exigences, on va dire, d'IHM du client, beaucoup plus facilement, et avec une équipe qui n'était pas forcément formée. Donc déjà, moi, c'était un bon point pour ça. Après, tu as une boîte qui a misé son modèle là-dessus aussi. Donc, après, ceux qui ont fait le projet, ça marche plutôt pas mal. Après, c'est de l'usage. Donc, si vous voyez dans quelques temps, j'ai été viré, donc il y a un client qui gueule pour ce framework-là, c'est-à-dire que je me suis trompé. Mais je crois pas.